Habituellement, le printemps amène un petit vent de changement. Mais là, c'est pas juste un petit vent. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de mars 2024. Alors oui, le mois de mars, on est enfin le printemps, ça fait du bien, la température commence à être plus conviviale, la neige fond, du moins ici au Québec, il n'y en a presque plus dans ma cour, c'est vraiment génial et ça fait du bien au moral. Alors on a aussi le droit à un magnifique spectacle. Donc en date du 8 avril, il y a eu une éclipse solaire qui s'est produite, qu'on a pu voir ici. Alors, mon collègue JP en Beauce a eu droit d'avoir l'éclipse solaire totale. Donc, de notre côté, dans la ville de Québec, on a eu droit à une éclipse partielle, mais c'était un magnifique spectacle à voir avec les enfants. Donc, un beau phénomène. Mais là, je suis pas là pour vous parler de la température puis des phénomènes qui se passent autour de la Terre. On est là pour parler de jeux de société. Mais avant de débuter le sujet sur mes différentes expériences ludiques, j'aimerais parler d'un petit sujet que mon collègue JP a couvert lors d'une vidéo provocatrice dans laquelle il mentionnait que notre projet de partenariat avec la boutique imaginaire est déterminé et on a maintenant un nouveau partenaire. Alors oui, je tiens moi aussi à en parler un petit peu parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc la dernière fois, mon dernière vidéo, j'avais commencé la vidéo, donc c'était pas encore sorti, c'était pas... on commençait tranquillement, pas vite, à faire la transition. Et je voulais dire, premièrement, que pendant les différentes années qu'on était avec l'imaginaire, on a toujours été vraiment choyés par rapport à ça. Ça a été un magnifique partenariat qui nous a aidés les deux côtés. On a pu vous parler d'énormément de jeux de société. On avait également un format très ouvert avec eux. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise expérience avec du recul. On s'en tire très bons amis encore. Je suis très heureux d'aller toujours faire mon tour à la boutique imaginaire. Et là-dessus, je suis vraiment très reconnaissant aussi de tout ce qu'ils nous ont permis de pouvoir vous apporter aussi pendant ces nombreuses années. Alors que ça devait être un partenariat qui devait être de courte durée. Ça allait tellement bien qu'on a décidé d'étirer un peu les choses des deux côtés. Donc, ça a été toujours très satisfaisant. Ceci dit, on est rendu avec un nouveau partenaire, la boutique Infini-Jeux. Alors, Infini-Jeux représentait également un beau défi, une belle aventure, parce que c'est quelque chose de nouveau. On partait d'une compagnie qui était quand même très établie avec l'imaginaire, avec plusieurs boutiques. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs boutiques qui ont ouvert au courant des dernières années. Et là, d'arriver avec une plus petite boutique, quelque chose de plus proche. Et pour ma part, la boutique Infini-Jeux était vraiment un bon fit parce que c'est des gens que je vois très impliqués dans la communauté. C'est des gens qui sont présents aux événements, qui sont là pour faire de l'animation, que ce soit des gros événements comme le Comic-Con ou même certains événements de jeux de société qu'on a, ou même des petits événements locaux qui se trouvent dans la ville de Québec, par exemple. On va les voir là, donc ils sont toujours présents. C'est des gens qui sont incroyablement dévoués à la cause. C'est certain qu'ils n'ont pas le stock nécessairement d'une grosse, gigantesque boutique, mais ils ont un aspect humain et un petit côté personnel. Donc, si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les contacter, ça va leur faire plaisir de vous répondre. S'il y a un jeu que vous voulez qu'ils n'ont pas nécessairement en stock ou qu'ils n'ont même pas sur leur site internet, gênez-vous pas de leur écrire, de pouvoir leur demander si c'est possible d'avoir le jeu parce que la plupart du temps, il y a une possibilité de pouvoir le commander si le jeu est disponible, bien entendu, auprès des distributeurs. Donc, c'est vraiment un service personnalisé. N'hésitez pas, vous avez des questions, des choses comme ça, des petits questionnements sur un jeu en particulier, ça va leur faire plaisir de vous répondre. Donc, on est là justement pour faire grandir ce partenariat-là, pour trouver un beau tremplin envers cette boutique-là que je respecte énormément. Donc, pour ma part, je suis très heureux de faire partie de l'aventure avec Infini-Jeux, de manière à pouvoir vous parler de jeux de société, mais également aussi de pouvoir vous montrer, vous faire découvrir cette belle boutique-là et l'aider à progresser aussi. Parce que c'est ça l'avantage d'un partenariat. Donc, les gens, des fois, ils se posent un peu la question à savoir, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? Je pense que le but, c'est de vous parler d'un maximum de jeux de société. Nous, on obtient des jeux pour pouvoir vous en parler. Et là, souvent, les gens vont se dire « Ah, on le sait, telle compagnie vous a envoyé une copie du jeu, vous êtes obligé d'en parler en bien. » Donc, premièrement, je tiens à dire, on n'est jamais obligé de parler en bien ou de quoi que ce soit par rapport à ça. Si un jeu ne nous intéresse pas, habituellement, on ne le demandera pas, on ne s'organisera pas pour en recevoir une copie. Donc, dans le cas d'un partenaire comme ça nous permet de pouvoir couvrir beaucoup de jeux de société, beaucoup de jeux différents, sans aller nécessairement voir
voir la compagnie et d'essayer des choses aussi, d'aller hors des sentiers battus et dire « Hey, je vais essayer ce jeu-là. Je suis pas nécessairement sûr que c'est nécessairement un bon fit, mais j'ai envie d'en parler aux gens. » Et ça nous donne vraiment une belle ouverture, une belle possibilité de pouvoir vous parler d'un maximum de jeux possibles et ça, sans attache. Parce que non, Infinijeux ou comme l'imaginaire même avant, nous dira jamais « Ah, ben je veux vraiment que tu vous dises du bien de tel jeu ou essayer de mousser les ventes d'un tel. » Non, c'est vraiment pas ça. On a le droit d'avoir une belle latitude sur ce qu'on va dire puis ce qu'on va parler. Puis c'est cette espèce d'ouverture-là que j'apprécie énormément de travailler avec les différents partenaires comme ça. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir justement vous parler d'autant de jeux possibles et ça nous permet de pouvoir justement élargir encore plus nos horizons de manière à vous offrir du contenu que vous allez apprécier. Donc, ça fait un peu le tour de la petite aparté que je voulais faire par rapport à notre nouveau partenaire. Donc, je vous invite encore une fois d'aller visiter leur site web et, comme je l'ai répété plusieurs fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous avez un jeu que vous êtes intéressé, écrivez-leur. Alors, je tombe dans le segment maintenant de mes expériences ludiques du mois. Alors, au courant du mois de mars, j'ai joué 48 parties de 25 jeux différents et là-dedans, il y en a 10 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais là, avant de commencer tout ça, je suis tombé dans une nouvelle obsession. Et oui, j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai suivi le petit lapin blanc et je suis tombé complètement dans la folie de Star Wars Unlimited. Alors, Star Wars Unlimited, comme vous devez l'avoir su, j'avais déjà fait 2 vidéos sur la chaîne, est un jeu de cartes un peu de type Magic. Donc, des petits collectionneurs, un peu comme l'Orcana ou Magic. On va acheter des boosters, on va pouvoir construire des decks et on va pouvoir jouer contre d'autres amis. Pour certaines personnes, ça va vouloir dire faire des tournois, avoir un gros deck optimisé et vraiment puissant. Pour d'autres, comme moi, ça veut dire de faire découvrir le jeu à plusieurs personnes et d'avoir un jeu qui va évoluer, qui va grandir à travers le temps. Donc, la première série est sortie, la prochaine est prévue pour le mois de juillet et je suis complètement sous le charme de ce jeu-là. J'ai joué facilement une vingtaine de parties. J'ai même été faire un mini tournoi pour le plaisir chez mon ami Danny. On s'est ramassé dans son sous-sol avec plein de monde et là, j'ai pu justement utiliser mes decks, donc prêter mes decks à tout le monde pour que tout le monde puisse découvrir le jeu. Parce que moi, c'est mon but. J'ai pas créé un deck en disant ce deck-là va être le meilleur de tous. Non, j'en ai créé 5 différents pour faire découvrir ce beau jeu-là. Et si jamais je peux essayer de briser un peu le stigma aussi qui vient autour de « Ah, on le sait bien, il faut payer de l'argent pour être bon, il faut payer de l'argent pour avoir du plaisir. » Pas nécessairement. Bon. Je l'ai fait un petit peu, là, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ces jeux-là, c'est des jeux qui vont demander une certaine dédication. Oui, ça va demander des gens qui vont être intéressés, mais il y a moyen de s'amuser, même avec les decks de base. Donc, le préconstruit qu'on achète avec 2 decks, c'est vraiment agréable de jouer avec ça. Donc, c'est pas obligatoire, à moins que certains que si vous voulez aller faire des tournois, des choses comme ça, là, c'est votre histoire à vous. Vous voulez aller chercher les grosses cartes, payer très cher pour aller chercher la carte qui est super rare. Ben, c'est libre à vous, j'ai aucun problème avec ça. Moi, pour ma part, c'est pas cet aspect-là. Et là, j'ai déjà été dans l'aspect des collectionneurs, l'aspect des tournois, donc dans le temps à Magic lorsque j'étais plus jeune. Mais là, mon but à moi, c'est vraiment d'aborder ce jeu-là avec une autre optique, une autre vision, une vision un peu plus conviviale, un peu plus chaleureuse de pouvoir le faire découvrir à du monde. Donc, moi, c'est avec cette optique-là que je suis tombé dans Star Wars Unlimited et ça n'empêche pas quand même que j'ai très hâte de voir la prochaine sortie arriver. On a commencé à avoir des spoilers de cartes, donc des petites cartes qui vont sortir au courant justement lors de la prochaine série en mois de juillet, Shadow of the Galaxy. Et ce que j'aime également, c'est que le jeu est disponible en français et en anglais. Donc, pour ma part, j'ai choisi en anglais parce que l'univers de Star Wars résonne plus en moi en anglais. Je suis incapable de voir le mot Dark Vader, Dark Vador. Pour moi, c'est Darth Vader. Alors, c'est vraiment cet petit aspect-là. Mais je trouve ça le fun que le jeu soit disponible en français et en anglais au même prix. Bon, je dis disponible parce que présentement, bien entendu, il y a un gros shortage, donc c'est vraiment là, impossible d'en trouver présentement. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, attendez un petit peu qu'il y ait des restocks. Il devrait y avoir des nouveaux stocks quand même de la première série avant que la deuxième arrive. Donc, c'est certain que pour une compagnie, c'est difficile d'évaluer un peu comment que ça va en prendre. Là, je pense que ça a été un succès. Je pense qu'ils ont été un peu surpris également de leur succès. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que le jeu va quand même avoir une longue lignée. Je sais que Fantasy Flight Games a supposément annoncé de supporter le jeu pendant plusieurs années. Donc, je trouve ça vraiment le fun de voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Mais là, qui dit jeu de collection comme ça, ça a fait en sorte que j'ai ressorti le OG, l'original, le vrai, le real. Eh oui. J'ai ressorti mes cartes de Magic. Alors, au courant du mois passé, j'ai même joué une partie de Commander avec mes decks de Warhammer. Donc, l'an dernier, il y avait des decks, il y a tout le temps des decks un peu thématiques qui sortent. Des fois, c'est Seigneur des Anneaux, là, il y a eu Fallout, et il y avait eu des decks de Warhammer. Donc, je m'étais ramassé avec 2 amis et on avait joué. Et lorsqu'on avait demandé à mon ami Guillaume s'il avait déjà joué à Magic, il m'avait dit « Oh oui, j'ai déjà joué dans le temps. »
Je m'attendais à ce qu'il soit un joueur un peu plus corsé, mais il partait vraiment de loin et il a quand même été très bon pour suivre la partie. Ça a été vraiment génial. Donc, il partait de loin. C'était vraiment un apprentissage pour lui, mais on a eu du plaisir. Donc, une belle partie. On a joué à des decks Commander qui sont des decks de 100 cartes. Là, je n'irai pas dans les détails de Magic, mais on a eu beaucoup de plaisir. Et un peu plus tard dans le mois, je me suis même plu à jouer avec mon ami Jeff. On a sorti nos vieux decks de Magic et on a fait une journée de Magic. Ça faisait une éternité que je n'avais pas fait ça. Toujours aussi agréable. C'est certain que je ne retomberai pas dans Magic. Je ne me mettrai pas à vous parler de Magic constamment. Ce que je peux dire par contre, c'est que Magic est probablement un des meilleurs jeux de cartes qui a été inventé. Le jeu existe depuis plus de 30 ans. Il y a une raison pour ça, c'est que c'est vraiment excellent, mais la porte d'entrée est très difficile. Donc, le step est vraiment haut. Si quelqu'un veut commencer, je leur suggérerai jamais de jouer à Magic. Il y a 30 ans de cartes, 30 ans de stock qui vient en arrière, mais ça reste un excellent jeu. Ceci dit, vous voulez découvrir l'univers des jeux de cartes à collectionner? Allez-y avec Star Wars, vous en serez pas déçus. Donc ça, c'était pour Magic. Et là, Magic, je ne retomberai pas dans la folie de Magic, parce que on devient rapidement très accro à ça. Mais j'ai quand même recommencé à jouer un peu à Magic Arena, qui est une version en ligne, pour me faire plaisir un petit peu. Mais là, c'est bien beau ces jeux de cartes à collectionner là, à dépenser, mais je sais que ça ne rejoint pas tout le monde. On va vous parler de bons vieux jeux de société. Alors, parmi les jeux que j'ai joués, je commence avec un petit jeu qui s'appelle Storybox. Storybox est un petit jeu familial qui reprend, en fait, c'est une réimplantation du jeu Dream On. Ça reprend un peu une idée à la Dixit, parce que c'est un jeu où on va devoir raconter une histoire avec des images. Donc, les images sont le point central. Donc, il y a une pile de cartes qui représente un paquet d'images. Alors, moi, j'ai la version aventure. Donc, on a droit à des cartes qui représentent là, justement là, des objets, des lieux ou des personnages par rapport à ça. Et là, tous les joueurs ont 3 cartes en main et on va avoir un chronomètre parce qu'on a 2 minutes pour raconter une histoire. Et là, il n'y a pas de tour de rôle. Les joueurs vont prendre une carte de leur main lorsque le timer est parti, commencer à raconter une histoire en une phrase ou deux. Donc, je suis allé en expédition et après ça, un autre joueur va dire « Oh, pour aller chercher un trésor. » Et là, chaque joueur, sans ordre de tour précis, raconte une histoire. Et chaque fois qu'on joue une carte, on en repige une autre, de manière à ce qu'on va empiler les cartes comme ça en faisant une histoire et on va essayer que l'histoire se tienne. Parce qu'après le 2 minutes, on va avoir une pile de cartes et là, il faut recommencer à raconter l'histoire. Cette fois-ci, on prend les cartes et on les retourne de côté. Et là, à tour de rôle, cette fois-ci, on va devoir raconter l'histoire. Alors, si un joueur réussit à avoir le segment et la bonne carte, donc je suis allé en expédition, il va faire 2 points. L'autre joueur, après, va prendre le paquet et là, c'est à son tour de continuer l'histoire. Alors, c'était pour trouver un trésor, je crois. Et là, il va y aller et voilà 2 points. Si un joueur a le paquet dans les mains et ne se rappelle plus, les autres joueurs peuvent l'aider. Donc à ce moment-là, il va avoir 1 point qui va être fait au lieu de 2 et on va continuer de passer le paquet. Si le joueur se trompe en disant quelque chose qui est vraiment pas rapport ou qui est arrivé plus tard dans l'histoire ou qu'il ne sait tout simplement pas, que les autres joueurs non plus, à ce moment-là, on va perdre des points. Donc on va devoir reconstituer l'histoire comme ça. Donc plus l'histoire a été rapide et est partie à gauche et à droite et plus ça va être difficile, mais plus on va avoir la possibilité de faire des points. Parce qu'à la fin de la partie, on va comptabiliser les points. Donc 2 points pour une carte bien faite, 1 point pour une carte où on a eu de l'aide et on va perdre des points pour les cartes. On va perdre 1 point pour les cartes qu'on n'aura pas eues. Donc, c'est vraiment simple. C'est vraiment une activité sympathique. J'ai joué énormément avec les enfants. Les enfants ont vraiment aimé ça. J'ai joué aussi entre adultes. Un petit filler qui sort bien. Je pense que c'est un jeu qui est excellent. C'est un jeu que je suggère aussi, probablement dans les écoles. Je pense que les écoles, mon collègue JP me disait qu'il allait probablement essayer ça ou l'amener. Je pense que c'est un jeu qui se prête bien à l'imagination. C'est un jeu très agréable, un jeu de mémoire aussi. Mais c'est drôle parce que même si on ne se rappelle pas de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, on a énormément beaucoup de plaisir. Donc Storybox, une belle petite découverte, une petite boîte vraiment pas chère, ça vaut vraiment la peine. Une belle activité en famille. Je continue avec une autre petite boîte qui s'appelle Isle of Trains All Aboard. Alors, Isle of Trains est un jeu que j'avais joué il y a plusieurs années. C'était une petite boîte de concours, je pense, qui a été faite. Un jeu fait par Seth Jaffe. Un petit jeu de cartes que j'avais trouvé vraiment bien malin. Donc, à ce moment-là, il y avait juste des cartes. C'était vraiment très élémentaire. On avait des trains, on avait un train qu'on devait construire. On devait faire des livraisons de différentes ressources. Et on avait une carte au milieu, donc faite avec des différentes cartes au milieu. Donc, ça fait une espèce de petite map d'un continent. Et on devait faire des livraison dans certains secteurs. Le jeu est revenu avec une nouvelle édition, cette fois-ci l'édition de luxe. Ils l'ont fait sur un socio-financement. Ça leur a rajouté des petits meeples, ça leur a rajouté des petits éléments. Ils ont vraiment peaufiné le jeu. Donc, Isle of Train est un petit jeu dans une petite boîte, mais c'est beaucoup plus costaud que ça a l'air. Ceci dit, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu qui offre beaucoup de décisions intéressantes. Le fait de construire son moteur, le fait de construire son train avec différents wagons, on va devoir essayer de respecter
respecter la charge tirée parce que chaque carte qu'on va rajouter sur notre locomotive va rajouter un certain poids, si on veut, et on va devoir essayer de gérer ça, mais également de gérer les marchandises. La manière dont ça fonctionne, c'est que on va pouvoir remplir les wagons des autres joueurs de manière à pouvoir recevoir des bénéfices. Donc, les autres joueurs vont avoir des wagons et on va pouvoir mettre des ressources dans leurs wagons de manière à retirer un bonus. Donc, par exemple, si jamais je mets du charbon dans son wagon, je vais pouvoir piger 3 cartes. C'est fantastique. Si je le prends, par exemple, je le mettrai dans mon wagon, oui, j'aurai une ressource que je pourrais livrer, mais malheureusement, je n'aurai pas le bonus. Donc, une petite twist comme ça qui rend le jeu intéressant, que ça ouvre le jeu. Donc, il faut donner des ressources aux autres joueurs pour recevoir des bonus. Un jeu bien pensé, un jeu qui se joue très bien quand même. J'ai vraiment apprécié cette nouvelle version. Vraiment peaufinée, vraiment plus belle. Il y a différents petits éléments qui ont rajouté. Donc, comme je disais, les petits meeples qu'on va pouvoir aller livrer avec les marchandises. Donc, c'est vraiment un bon petit jeu. Ne vous laissez pas berner par la petite boîte. C'est pas un jeu... c'est pas un jeu complexe non plus, là, mais je dirais que c'est pas un jeu pour enfants nécessairement. Vraiment mignon, vraiment joli. Et il y a du gameplay dans une petite boîte. Ça aurait probablement pu être un Tiny Epic. Vraiment, vraiment bien réussi. Je continue avec un autre jeu très léger que j'ai joué qui s'appelle Perfect Words. Je suis toujours à la recherche de jeux à jouer avec mes couples d'amis. Donc, vous savez, les soirées, un souper entre amis. Habituellement, on joue à So Clover, on joue à Just One, on joue à des jeux comme ça. Et Perfect Words fit également dans cette catégorie. Dans Perfect Words, on va devoir travailler en équipe. Donc, c'est un jeu coopératif où les joueurs doivent tenter d'avoir la même longueur d'onde. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des tuiles. Et là, les tuiles vont avoir un chiffre. Et là, on va avoir sur un petit papier, je pense que c'est 9 différents chiffres qu'on va devoir remplir. Et on va mettre des tuiles avec des mots-clés, des petites cartes. Donc, exemple, si je mettrais feu et métier, je m'attends à ce que tout le monde pense à pompier. Mais là, les joueurs pourraient rajouter des indices. Et là, il faut faire attention parce que des fois, il faut réussir à trouver assez d'indices pour que ce soit clair. Parce que le but, c'est de travailler en équipe parce que tout le monde ait la même réponse. Donc, si jamais la moitié des joueurs ou plus ont une réponse comme ça, on va marquer plus de points. Donc, c'est certain qu'il faut réussir à trouver des indices qui vont être faciles, des indices qui vont aider tout le monde. Mais on en finit toujours par rire avec des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Et des fois, vraiment des fous rires qu'on peut pogner avec ça. Donc, c'est un jeu qui se prend pas trop sérieux. On essaie de faire des points, oui, mais c'est vraiment pour le plaisir. C'est une belle activité à faire. Je pense que ça rentre bien dans la ligne des jeux comme So Clover, dans lequel on a beaucoup de plaisir. Je continue avec un autre petit jeu qui va bien fitter dans cette catégorie-là, des jeux légers, c'est Cracklist. Cracklist est un jeu qui est une espèce de Scattergories et de Uno mélangés ensemble. Donc, dans Cracklist, on va avoir des cartes avec des lettres. Et là, certaines cartes vont avoir, avec des lettres plus compliquées, vont avoir des piges. Donc, ça va de faire piger les autres joueurs, de pouvoir changer de catégorie. Et là, on va avoir une carte avec différentes catégories. Donc, ça va être de trouver des vêtements. Fait que là, oh, vêtements. Et là, on regarde nos cartes. Vêtements commencent, oh, parfait. J'ai un C, chandail. Et là, les autres joueurs doivent jouer des cartes comme ça avec des cartes. Comme quand tu as un Y qui a trouvé un chandail, a trouvé un vêtement, ou que tu as un Z, ça devient compliqué. Donc, on peut changer de catégorie, essayer de faire des choses de même. Un petit jeu très léger, vraiment un mélange de Categories puis de Uno. Ça marche super bien. J'ai vraiment été surpris. Il y a beaucoup de monde qui m'avait... Tu sais, c'est un jeu qui n'est pas nécessairement récent. Puis les gens m'en avaient parlé. Moi, ça ne me disait pas trop grand-chose. Quand j'ai joué, je me suis dit, OK, ouais, c'est vraiment le fun. Je pense que c'est vraiment un bon petit jeu qui peut sortir facilement. Bon, ce ne sera pas un repas principal que je vais faire avec une soirée de gamer, mais avec des gens moins gamers ou vraiment de quoi de plus léger, ça passe très très bien. Dans la même lignée, j'ai également joué à un petit jeu qui s'appelle 2 pommes, 3 pains, qui est un petit jeu où on a des pommes, on a des pains, on a des pommes de pain. Et oui, ça s'en vient déjà mêlant. Donc, on va avoir des cartes et il faut dire combien de pommes et combien de pain il y a, alors que s'il y a une pomme, c'est une pomme, s'il y a un pain, c'est un pain, mais une pomme de pain, une pomme de pain, compte pour une pomme et 2 pains. Donc, on va voir les cartes, il faut essayer de penser vite, il faut essayer de réfléchir rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mêlant pour le cerveau, comme ça se peut pas, mais ça reste un petit jeu très léger, très mignon. On a juste joué avec la version de base, il y a des versions qui rajoutent plein d'autres mini-extensions, des bonus, des ci puis des ça. Je pense que déjà, avec juste les pommes de pain, c'était déjà assez mêlant. Ça reste un petit jeu sympathique, pas nécessairement ma tasse de thé, mais je pense que ça va plaire quand même à un grand public. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Pixies, que j'ai vraiment trouvé sympathique. Dans Pixies, c'est un jeu de construction de tableaux où on va devoir tenter
de drafter des cartes et de les placer de manière à pouvoir faire des points. C'est difficile un peu à expliquer rapidement, mais le système de cartes fonctionne vraiment bien, qu'on va avoir un tableau de 1 à 9 et on va prendre les cartes et on va devoir tenter de faire des agencements de cartes. Donc pour des cartes pareilles, on va pouvoir les mettre en dessous, on va pouvoir faire des points avec différents bonus, des petits tourbillons qu'il va avoir. Un jeu de draft de cartes qui marche super bien. C'est vraiment une toute petite boîte. Je pense que c'est une belle expérience de jeu Pixies. Je pense que c'est un petit jeu qui va bien marcher, un peu dans la lignée des Sea Salt and Paper. C'est vraiment une petite boîte avec un jeu qui marche très très bien. J'ai ensuite eu la chance de jouer à un jeu qui s'appelle Let's Go to Japan. Alors, Let's Go to Japan est un jeu qui était en sociofinancement, que je n'avais pas sociofinancé, mais une amie à moi avait sa copie. J'en ai donc profité pour jouer. Alors, c'est un jeu un peu de programmation. On va devoir tenter d'essayer de placer des cartes pour faire un voyage et là de bien placer les cartes de manière à ce que plus le voyage va avancer et plus on va avoir droit d'utiliser les cartes qu'on avait avant. Donc par exemple, si j'ai une carte qui me donne un bonus pour une icône, mais je vais devoir avoir révélé ces icônes-là précédemment dans la semaine parce qu'on planifie une semaine de vacances et là on va devoir faire attention au voyage qu'on va faire. C'est un jeu avec du magnifique matériel, de superbes illustrations. Pas nécessairement sûr que je vais courir pour aller me chercher une copie, mais j'ai trouvé que le matériel, la version de sociofinancement était vraiment magnifique. Donc, un beau jeu, j'ai quand même bien apprécié mon expérience, mais les jeux où il faut programmer ces affaires comme ça, c'est un peu moins ma tasse de thé habituellement, mais je sais que ça va plaire quand même à beaucoup de monde. Et je termine avec un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti, qui s'appelle Race for the Raft. Alors, Race for the Raft est un jeu de chats, hein, dans le même univers que l'île des chats, si on peut appeler ça un univers, là, un monde où il y a beaucoup de chats, ça a l'air. Donc, Race for the Raft est un jeu coopératif de type puzzle. Donc, on va avoir des scénarios et on va devoir tenter de réussir les scénarios. Donc, chacun des scénarios va venir avec une configuration initiale, certains objectifs qu'on va devoir faire et également beaucoup de polyomino qu'on va devoir placer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on doit sauver les chatons. Donc, les petits chats doivent se sauver et pour ce faire, on va placer différentes cartes qui vont venir altérer le terrain. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des gros polyomino de feu, donc des flammes qui vont... Et on va devoir placer des flammes tranquillement, pas vite. Et là, ça va limiter les espaces qu'on va faire. Donc, c'est vraiment un jeu de casse-tête, c'est vraiment un jeu de puzzle sympathique. Je ne l'ai pas joué en multijoueur encore, j'ai eu l'occasion de le jouer en solo uniquement. J'ai beaucoup de plaisir quand même, je l'ai ressorti, puis le jeu offre des bons puzzles intéressants. Je pense que s'il faut aimer cette espèce de fibre-là, un peu de petit casse-tête. Là, tu te poses la question, OK, comment je vais faire placer les cartes de manière à pouvoir faire un chemin pour que le chat arrive là, et là, plus la partie avance, plus il y a des limitations, on doit rentrer le chat bleu avant le chat rouge, on doit avoir droit à accès à ça ou à ça, on place choses. Donc, il y a beaucoup de scénarios différents. J'ai à peine fait les premiers scénarios. Je pense que c'est un jeu qui offre beaucoup, mais il faut aimer ce genre de jeu-là de puzzle. Je sais qu'il y a un élément de communication limité lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Bon, vu que j'ai joué en solo, j'ai pas eu cet aspect-là à devoir gérer, mais j'ai quand même bien apprécié mon expérience de Race for the Raft, que j'avais déjà joué dans le passé, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti. Donc, ça fait le tour de mes expériences de jeu du mois de mars. Maintenant, je veux savoir, vous, quels ont été vos jeux coup de cœur du mois de mars? Est-ce qu'il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent un peu plus? Je pense que ça me fait toujours plaisir de savoir c'est quoi vos favoris puis de connaître vos goûts également. Donc, si jamais vous suivez également la chaîne, vous allez voir que j'ai commencé ma série des jeux de 2023, les meilleures expériences de jeux de 2023. Alors, j'ai déjà plusieurs catégories de faites et je vais continuer parce que j'ai une tonne de jeux à vous parler. Et n'hésitez pas justement à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre toutes les dernières vidéos qu'on fait. On essaie de vous proposer un contenu varié, un contenu qui vous plaît. Et si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors c'est Sylvain pour l'École du jeu, on dit à la prochaine!